L'histoire commence avec la naissance de Rue, qui est venue au monde le même jour que la tragédie du 11 septembre. En grandissant, elle s'est révélée être une enfant compliquée qui pleurait pour les raisons les plus étranges, ce qui a poussé sa mère à consulter divers spécialistes dans une tentative désespérée de la comprendre. Tout au long de son enfance, la consommation de médicaments et de composés chimiques est devenue une routine incontournable. Chaque semaine, sa mère organisait méticuleusement les comprimés dans un pilulier pour s'assurer que la petite n'oublie aucune dose. Cependant, les problèmes de Rue ne s'arrêtaient pas là. En plus de souffrir d'évanouissements spontanés et d'être constamment victime de harcèlement scolaire, elle détestait profondément chaque journée de cours. Chaque matin, elle simulait un malaise différent, dans le seul but d'entrer dans la salle de bain de sa mère et de lui voler quelques comprimés de Xanax, un anxiolytique puissant et hautement addictif. En réalité, Rue n'avait aucune douleur physique. Elle consommait simplement les médicaments pour rester dans le brouillard toute la journée et éviter de trop penser pendant le temps passé à l'école. Ce jour-là en particulier, son plus grand désir était que la nuit tombe pour pouvoir assister à une fête. Il voulait se droguer avec des substances plus fortes, cherchant l'évasion par la cocaïne et l'abus d'alcool. Rue a vécu un épisode extrêmement dangereux, au cours duquel elle a vu toute sa vie défiler devant ses yeux. Une semaine après cet incident, elle est entrée dans un centre de désintoxication, où elle a réussi à rester sobre pendant 3 mois, obtenant ainsi le mérite de recevoir son jeton de sobriété. À la fin des vacances, sa mère et sa petite sœur sont venues la chercher pour la ramener. Sur le trajet, Rue a vu Jules pour la première fois. Il s'agissait de la nouvelle du quartier, remarquable par sa manière étrange de s'habiller. Dès que sa mère lui a permis de sortir seule dans la rue, Rue s'est immédiatement rendue chez Fesco, son fournisseur habituel, à la recherche d'un peu de plaisir en poudre. Il l'a informé des événements des derniers mois pendant son internement. Ensuite, Rue a demandé à voir H, le petit frère de Fesco, qui s'occupe réellement de gérer l'argent de l'affaire. Le garçon est très astucieux et a plus d'expérience dans le commerce de substances que son frère, qui en consomme parfois. H ne se préoccupe pas du fait que Rue sorte de désintoxication. Il lui propose aussitôt la nouvelle marchandise et lui vend 2 comprimés à tester. En sortant, Rue remarque Nate, le garçon le plus populaire du lycée, acheter beaucoup d'alcool et de bière pour la fête de fin d'été. Sur le siège passager se trouve Chris, qui a proposé sa maison pour organiser la fête, même s'il semble visiblement préoccupé par les conséquences possibles de l'événement. Soudain, Nat aperçoit Jules alors qu'elle conduit son vélo. Avec une attitude hostile, il accélère le véhicule dans l'intention de l'embêter, ce qui fait perdre l'équilibre à la jeune fille et la fait tomber. Pendant que Jules se remet de l'accident, son passé se dévoile. Elle vient de déménager avec son père, qui a obtenu la garde exclusive parce que la mère de Jules a un passé compliqué de dépendance à la drogue. Sa seule amie est Kat, une femme de forte corpulence qui est aussi victime de harcèlement scolaire à cause de son poids. Cet après-midi-là, elle aide Maddie à choisir la tenue parfaite pour la fête. Maddie est la fille la plus populaire du lycée, mais Nate vient de rompre brutalement avec elle. Alors elle est déterminée à se venger d'une manière ou d'une autre. Plus tard, lorsque Rue rentre chez elle, elle tombe sur sa mère furieuse qui a découvert le vol de ses comprimés. Malgré la menace d'une nouvelle cure de désintoxication, Rue l'ignore et s'enferme dans sa chambre. Sachant qu'elle doit bientôt passer un test de dépistage de drogue, elle vole de la niacine, une vitamine, à la pharmacie, espérant purifier rapidement son organisme. Le processus est simple. Une surdose de comprimés et 3 gallons d'eau par jour nettoieront son organisme en 48 heures. Cependant, il existe un grave danger, la tachycardie qui en résulte, et le risque imminent de mort. Son plan de secours implique Lexi, une vieille amie à qui elle demande un échantillon d'urine. Lexi accepte, malgré son mécontentement face à la consommation de drogue de Rue. De retour chez elle, Rue colle le récipient à sa jambe et tente de le dissimuler sous la surveillance de sa mère. Avec précaution, elle presse lentement le récipient pour compléter le test. À ce moment-là, on voit un flashback du jour fatidique où Gia, sa petite sœur, l'a trouvée en train de faire une overdose sur le sol de sa chambre. Cet épisode a profondément marqué toute sa famille. Et c'est la raison pour laquelle sa mère vit dans la peur constante que la tragédie se reproduise. Après quelques minutes de tension, le test s'avère négatif. Et Roux retrouve la permission de sortir de la maison. D'un autre côté, nous découvrons que Jules est une fille trans, qui doit s'injecter fréquemment des hormones pour que sa transition se poursuive. Son père fait vraiment des efforts pour la comprendre, mais elle reste un véritable mystère. Ce soir-là, elle lui a menti en prétendant aller à une fête, mais elle se rendait en réalité dans un motel pour voir un inconnu. L'inconnu lui a demandé son âge, et elle a menti sans hésiter. Peu après, l'homme l'a prise par derrière, et ils ont eu des rapports de manière brutale pendant quelques minutes.
À la fin de la rencontre, elle est partie directement à la fête. Au même moment, la fête chez Chris passe son plein. L'hôte parle à ses amis de Cassie, la fille qui lui plaît, avec qui il échange des messages depuis des semaines. À ce moment-là, Nate intervient pour lui dire qu'elle n'est qu'une fille facile, et lui offre une dure dose de réalité. Nate sort son téléphone et lui montre au moins une douzaine de photos, où elle apparaît nue. Chris a cru à sa façade de fille innocente, mais en réalité, elle est très volage. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une vidéo d'elle en plein rapport avec un homme. Cette découverte change complètement l'attitude de Chris envers Cassie. C'est pourquoi, lorsqu'elle arrive plus tard à la fête, il reste distant et froid. Malgré la tension et le rejet, Cassie atteint son objectif, et cette nuit-là, ils ont des relations sexuelles dans sa chambre. Dans le cas de Rue, elle a décidé d'aller à la fête à pied parce que, lorsqu'elle essaie d'utiliser son vélo sous l'emprise de la drogue, elle finit par avoir des accidents spectaculaires. À mi-chemin, elle croise Maddie, qui décide de la prendre en voiture. En arrivant à l'événement, Rue a consommé la drogue qu'Ash lui avait donnée. La substance a fait effet presque immédiatement, altérant profondément sa perception de la réalité. Non loin de là, Maddie a trouvé le moyen parfait de se venger de Nate pour son affront. Elle a repéré le nouveau garçon et est allée avec lui dans la piscine pour avoir des relations sexuelles sous les yeux de tous les présents. Nat les surprend, l'insulte, et dans un accès de colère incontrôlable, il commence à détruire la cuisine. Jules se trouvait là, et Nate a essayé de l'humilier devant la foule. Cependant, elle a pris un couteau et lui a montré lequel des deux était le plus imprévisible. Elle l'a menacé avec l'arme blanche et a ridiculisé Nat devant tout le monde. Rue rejoint Jules pour lui demander si elle va bien. À ce moment-là, elle apprend qu'elles habitent toutes les deux dans la même rue, et Jules propose de la ramener chez elle à vélo. À leur arrivée, Rue demande à Jules de pouvoir rester avec elle pour éviter que sa mère ne la voie ainsi, et elle se concentre sur la blessure de Jules à soigner. Le lendemain matin, Nate rentre chez lui complètement sonné, et en montant les escaliers, il s'arrête devant une photo de famille accrochée au mur. C'est là que la connexion la plus sombre est révélée. L'homme que Jules a rencontré sous un pseudonyme sur internet est en réalité le père de Nate. Dans un flashback, on voit Nate, âgé d'à peine 8 ans, entrer en cachette dans le bureau de son père. Après avoir trouvé le mot de passe, le petit découvre des vidéos privées que son père filmait secrètement lors de ses voyages. Cette découverte a transformé sa vie et façonné sa personnalité. Il a grandi sous la pression de devoir répondre à des attentes impossibles pour dissimuler la honte qu'il ressentait à cause de sa famille. Depuis l'enfance, Nate s'est plongé dans une discipline extrême, s'entraînant plus que tous pour devenir le meilleur à la salle de sport et capitaine sur le terrain de football, cherchant à garder le contrôle. Cependant, il n'a jamais été à l'aise dans les vestiaires ou les situations de vulnérabilité avec d'autres hommes, car les secrets de son père avaient créé un profond conflit intérieur. Dans son esprit, Nate cherchait à protéger une image de perfection, et en Maddie, il a trouvé la personne idéale pour projeter cette vie rêvée. Il s'imaginait même dans des situations héroïques, où il l'a sauvée d'un danger, simplement pour réaffirmer son rôle de protecteur que sa propre famille n'a jamais eu. Ce soir-là, en voyant Maddie avec ce garçon dans la piscine, quelque chose s'est définitivement brisé en lui. Pendant ce temps, chez Jules, Rue a partagé une partie de son comprimé avec elle, et toutes les deux ont vécu une matinée de folie absolue, plongées dans des hallucinations intenses. Les jours suivants ont été marqués par une consommation constante de drogue, accompagnée de violentes crises de colère dues à leur dépendance. Rue a même détruit une partie de sa maison quand sa mère a encore menacé de l'envoyer en cure de désintoxication. Ce jour-là, consumée par la colère, elle a crié sur Lexi lorsque son ami a essayé de la soutenir. Quant à Nate, l'image mentale de Maddie avec l'inconnu de la fête ne lui permet pas de trouver la paix. À cause de cela, il commence à suivre le jeune homme toute la journée, réussissant à découvrir où il habite et où il travaille. Kat découvre que la nuit de la fête où elle a perdu sa virginité avec un frère de Chris a été filmée. La vidéo est devenue virale et tout le monde est désormais au courant. La nouvelle que la fille ronde a des relations sexuelles devient le principal sujet de conversation à l'école, et elle se sent très mal. Cependant, la honte ne dure que quelques jours, avant qu'un événement plus intéressant ne remplace le scandale. En lisant les commentaires, Kat voit que beaucoup d'hommes aiment son corps et veulent payer pour plus de contenu, alors elle crée son compte. Quelques jours plus tard, elle est devenue Thunder Kit Kat, une véritable sensation sur les sites pour adultes et lors des diffusions en ligne, tout en gardant toujours son visage caché. Pendant un cours, un fan lui a offert 100$ pour 30 minutes de chat vidéo. Le même après-midi, Rue est arrivé à l'improviste chez Fesco, alors qu'il allait recevoir ses fournisseurs. Au départ, il ne prenait pas la situation au sérieux, mais en voyant les armes, il a compris le réel danger. Peu de temps après, Mouse est arrivé,
un type extrêmement dangereux, qui, en remarquant la présence de Rue, s'est approché pour lui proposer une dose de fentanyl. Face à son refus initial, il l'a menacé de la taillader. Le fentanyl que Rue a fini par consommer a coûté 600 $ à Fesco, une dette qu'elle aura du mal à rembourser et qui les met tous les deux dans de graves ennuis. En même temps, Nate entre chez le garçon de la piscine et le neutralise grâce aux techniques apprises dans les vidéos de son père. Par la suite, il le frappe brutalement tout en semblant prendre un plaisir sadique à ce moment. Ensuite, il prend le temps de prendre une douche, vole quelques vêtements et quitte les lieux comme si de rien n'était, portant les habits du garçon de la piscine, tandis que les siens, tachés de sang, reposent dans la boîte à gants. Nate vient chercher Maddie, chez elle, ce soir-là, et l'emmène à un rendez-vous pour se réconcilier. De son côté, Fesco emmène Rue, chez Jules, afin qu'elle la surveille, pendant que les effets du fentanyl diminuent. Nous découvrons que Jules utilise toujours l'application pour rencontrer des hommes dominateurs, et que son prochain interlocuteur est Nate. Il lui parle tous les jours, mais il lui a menti sur son vrai nom, donc Jules n'a aucune idée de sa véritable identité. Jules partage avec Rue chaque détail des messages, y compris le fait qu'elle souhaite lui envoyer des photos dénudées, et pour cela, elle demande son aide. Cet après-midi-là, elles ont essayé plusieurs tenues et pris des photos de Jules, sélectionnant finalement la meilleure à envoyer à son prince charmant. Alors qu'elle allait à la cuisine pour prendre un peu d'eau, Rue a vu les pilules du père de Jules et n'a pas pu s'empêcher d'en voler une, malgré la promesse faite à sa mère de faire un effort pour ne pas rechuter pendant ces jours-là. Chez Kat, son premier appel vidéo avec un client n'a pas été comme prévu. La photo était fausse, mais l'argent était réel. Le type lui a montré ses parties génitales dans les 2 premières minutes et lui a demandé de l'insulter pendant qu'il se masturbait. Chaque humiliation qu'elle proférait lui rapportait plus, ce qui lui a inspiré une idée brillante pour son entreprise. Elle est devenue dominatrice en ligne et a commencé à amasser une fortune en humiliant des hommes et en leur faisant payer ses services en bitcoin. Avec ses gains, elle a renouvelé sa garde-robe en cuir, acheté du maquillage gothique et gagné une nouvelle confiance irrésistible. Le lendemain, Jules est très excité car Tyler lui propose une rencontre, mais Rue s'inquiète et la prévient que c'est une mauvaise idée. La véritable raison, c'est que Rue est jalouse, car elle est tombée amoureuse de Jules et ne veut pas qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Cette situation la pousse à bout, alors elle rend visite à Fesco pour lui demander de la drogue. Le dealer, excédé, lui rappelle sa dette de 600 $ et lui ordonne de partir. Rue perd alors son sang-froid et insulte son ancien meilleur ami, sous l'effet de la drogue. Elle frappe violemment à la porte, mais Fesco ne cède pas. Quelques jours plus tard, la fête foraine du village a lieu. Fesco et son frère louent une caravane pour vendre des substances illicites pendant l'événement. Juste en face d'eux, Nate a une violente dispute avec Maddie, lui reprochant de s'être habillée comme une prostituée la nuit où il comptait la présenter officiellement à ses parents. Nate lui crie furieusement de partir, de rentrer chez elle pour se changer immédiatement ou d'oublier définitivement leur relation. Ensuite, il retourne au stand de ses parents, qui, comme chaque année, vendent du chili con carne à la foire. Peu après, Chris arrive avec Cassie, mais Nate se moque vite de lui, lui demandant pourquoi il ne s'en est pas débarrassé après l'avoir utilisé, comme il l'avait soi-disant prévu. Nate leur dit qu'ils peuvent faire semblant d'être le couple parfait, mais cela ne changera pas sa réputation. Ces paroles provoquent une vive dispute entre le couple et Cassie s'en va en larmes. Sur son chemin, elle croise Maddie, qui lui propose de se droguer ensemble pour oublier leur peine. Non loin de là, Jules reconnaît Cal au stand de Chili et découvre avec horreur que l'homme avec qui elle était à l'hôtel est le père de Nate. Au début, Rue refuse d'y croire, mais Jules le lui prouve en s'approchant pour lui parler, ce qui le rend extrêmement nerveux. Sous l'influence de substances, Maddie gâche la célébration familiale de Nate après leur victoire au concours annuel de Chili. Elle insulte gravement la mère de son petit ami, ce qui oblige Nate à la traîner de force hors des lieux. Cal profite du scandale et de la confusion générale pour s'éloigner de sa famille et partir à la recherche de Jules. Pendant un instant, la tension est si forte qu'on dirait qu'il va essayer de la tuer pour la faire taire. Cependant, en lui parlant, son attitude change radicalement. Il se montre soumis, faible et la supplie désespérément de ne pas ruiner sa vie en révélant son secret aux autres. À l'aube, Jules se rend au lieu convenu pour son rendez-vous avec Tyler. Peu après, une voiture arrive sur les lieux et Nate en descend, lui demandant de lui permettre d'expliquer la situation. Il lui avoue qu'il se sent confus, mais admet qu'il n'a eu qu'une seule intention claire pendant tout ce temps. Ensuite, il lui révèle froidement qu'il a rassemblé toutes ses discussions et photos privées, la menaçant de détruire sa vie si elle s'approche à nouveau de son père. Si elle a jamais pensé qu'il serait son prince charmant, elle se trompe lourdement.
Nate lui fait clairement comprendre qu'il détruira sa vie et celle de sa famille si elle les contacte encore. Blessé et paniqué, Jules cherche du réconfort auprès de Rue et elles passent la nuit ensemble. Le lendemain à l'école, Maddie s'évanouit en cours à cause d'un régime strict de liquide. L'infirmière remarqua aussitôt des ecchymoses inquiétantes sur son cou. Ces marques ont été causées par Nate la veille, quand il l'a violemment traînée hors du stand de ses parents et menacée de mort à cause du scandale qu'elle avait provoqué. Après la découverte, le directeur a prévenu la police, qui a contacté les parents de Nate, pendant qu'ils gardaient le jeune homme en détention provisoire, étant donné que la mère de Maddie était déterminée à porter plainte au pénal. Comme Maddie refuse de coopérer avec l'enquête, les détectives sont obligés de prélever des échantillons sur elle de force. Ils la maîtrisent l'un l'autre pour documenter ses blessures et prendre des photos pour l'affaire judiciaire. Quant à Nate, ses tentatives de mentir aux enquêteurs s'avèrent inutiles, car les preuves physiques l'incriminent directement. Face à cela, l'école instaure une politique de tolérance zéro. Il est définitivement exclu de l'équipe de football, et des interventions contre la violence physique sont organisées dans toutes les classes. Maddie tente désespérément de le contacter en lui envoyant d'innombrables messages, mais sa famille s'est déterminée à la protéger, et la tient éloignée de lui, ce qui la plonge dans une profonde spirale de folie. Dans le cas de Rue, même si elle continue à consommer de la drogue, elle assiste toujours régulièrement à ses réunions. C'est le seul endroit, à part lorsqu'elle est avec Jules, où elle a l'impression qu'on la connaît vraiment. Cependant, Jules ne sait toujours pas qu'elle continue à se droguer en secret. Malgré cette rechute cachée, la vie de Rue s'est nettement améliorée. Le temps de qualité qu'elle passe avec Jules lui fait ressentir moins le besoin de consommer, et maintenant elle consacre plus de temps à Lexi et à ses anciennes amitiés. Ce soir-là, elles vont faire du roller, s'amusent, puis se baladent de l'autre côté de la ville. Pendant ce temps, Cal sort d'un hôtel après l'autre. Il fait une rencontre fortuite avec un garçon trans, exactement au moment où Nate arrive sur les lieux. Heureusement, ils ne se croisent pas, ce qui permet à son père de garder son secret encore un peu plus longtemps. Quelques minutes après, Maddie entre dans la chambre et Nate la serre désespérément dans ses bras. Quelques jours plus tard, la nuit d'Halloween arrive et tout le monde se déguise dans l'intention de s'enivrer et de faire des folies sous l'anonymat de leur masque. Chez elle, Kat reçoit une notification sur son téléphone qui attire fortement son attention. Quelqu'un a payé absolument tout ce qu'elle avait dans son panier Amazon. Le montant atteignait des milliers de dollars, puis on lui propose 300 $ de plus pour une demi-heure. Tout en y réfléchissant, Kat a choisi d'aller à la fête avec les filles, déterminée à s'enivrer pour trouver le courage d'accepter la proposition. De son côté, Nat était devenu le mouton noir de la ville. Son père a essayé d'emmener la famille dans un restaurant luxueux, mais on leur a refusé une table à cause des récents ragots qui circulaient à leur sujet. À la fête, il y avait aussi Fesco, et Rue a profité du moment pour s'excuser sincèrement pour les insultes de la dernière fois. Elle lui a expliqué qu'elle n'était pas habituée à la sobriété, et ne pensait pas un mot de ce qu'elle avait dit. Pendant ses excuses, Jules tombe accidentellement dans la piscine. Elle est complètement ivre et ne dit que des incohérences. Pour la première fois, Rue découvre ce que c'est de devoir s'occuper de quelqu'un dans le même état lamentable que celui dans lequel elle se trouvait presque tout le temps. Rue tente de la sortir de l'eau, mais Jules la tire vers le fond. Immergée, Jules l'embrasse, et Rue se laisse emporter par le moment. Ce baiser est trop pour elle. Elle fuit la piscine et s'enferme dans la salle de bain, submergée par l'émotion. Rue sait que Jules est amoureuse de ce fameux Tyler, et elle a très peur d'être blessée dans cette situation. Près d'elle se trouvait Cassie, qui se laissait emporter par l'ambiance de la fête et dansait avec un nouveau garçon, ignorant complètement que Chris était sur le point d'arriver. Il a commencé à fouiller chaque pièce de la maison et, juste au moment où il allait découvrir Cassie avec Daniel, Lexi est apparue pour le distraire. Elle lui assura que sa sœur était déjà rentrée car elle ne se sentait pas bien, la sauvant ainsi pour l'instant. Dans la chambre, Cassie a retrouvé ses esprits et a regretté d'avoir failli tromper Chris. À cet instant, Daniel l'insulta avec mépris, la traitant de garce et l'accusant de faire semblant d'être une prude, affirmant qu'il ne comptait plus perdre son temps avec elle. 24 heures avant la fête, Nate avait rendu une autre visite au garçon de la piscine pour lui poser un ultimatum avec deux options. Assumer la responsabilité d'avoir agressé Maddie et lui avoir causé les ecchymoses, ou faire face à une accusation de viol pour ce qui s'était passé dans la piscine. Nate l'a averti que Maddie était prête à déclarer qu'elle était droguée et qu'il l'avait forcée. C'étaient ses seules options, et il avait jusqu'à l'aube pour décider de son sort. Par la suite, Nate a rendu visite à Jules, et l'a directement menacé de diffuser ses photos intimes si elle n'acceptait pas de témoigner en sa faveur devant les autorités. Le lendemain matin, un jeune homme se rend au commissariat
et se déclare coupable de toutes les accusations d'agression. Avec le témoignage de Jules en tant que témoin oculaire, l'enquête contre Nate est close et sa réputation reste intacte. Ce même soir, lui et Maddie font une entrée triomphale à la fête, acclamés par tous comme si de rien n'était. Cependant, Rue soupçonne qu'il y a une force obscure derrière tant de coïncidences. Aux côtés de Lexi, elle découvre que le garçon qui s'est dénoncé s'appelle Tyler, le même nom utilisé pour piéger Jules sur les réseaux sociaux. Rue remarque une grave irrégularité. Tyler est un adulte de 22 ans, et Maddie est mineure, ce qui fait de leur relation précédente un délit. Rue est convaincue que Nat a découvert cela, et l'a utilisé comme une arme de chantage pour forcer Tyler à se sacrifier. Mais ses soupçons ne s'arrêtent pas là. Rue pense que Nate a aussi Jules sous son contrôle. Elle se souvient clairement de l'après-midi où il a pris des photos de son ami. Des images très personnelles et révélatrices prises dans un moment d'intimité où Rue voulait même avouer ses sentiments avec un baiser. Elle craint que Nat ait obtenu ces photos pour faire chanter Jules. L'éloignement est évident. Jules évite Rue depuis une semaine et ne répond pas à ses messages. Sans prévenir, Jules s'est enfui en ville quelques jours, cherchant refuge chez d'anciens amis pour fuir le réseau de manipulation de Nate. Chez Cassie, elle réunit ses amis pour leur demander conseil. Ses règles sont en retard, et elle doit avouer à Chris ce qui s'est passé avec Daniel. Bien qu'il ne s'agisse que de baiser, la culpabilité la ronge. Ce soir-là, elle décide d'arrêter de tourner autour du pot et avoue à Chris qu'elle a du retard. Sa réaction immédiate est de lui rappeler qu'ils sont trop jeunes. Chris lui explique qu'il a l'opportunité de devenir professionnel et d'entrer en NFL, donc que ce n'est pas le bon moment pour avoir un bébé. Dès que Chris s'en va, Cassie avoue sa grossesse à sa mère et la supplie de l'aider à avorter. Sa mère l'accompagne jusqu'à la clinique, où le personnel médical lui pose une série de questions pour s'assurer qu'elle est pleinement d'accord avec la décision avant de procéder à l'intervention. Simultanément, Fesco menace Nat de le tuer s'il ne s'éloigne pas de Rue et de son cercle d'amis. Cependant, ce plan se retourne contre lui, car Nate appelle la police et dénonce sa maison comme un centre de distribution de drogue. Au milieu du chaos de l'opération, Fesco et Ash sont obligés de jeter toute la marchandise dans la cuvette des toilettes. Des dizaines de milliers de dollars appartiennent à Mouse, leur fournisseur très dangereux, qui ne supportera pas cette énorme perte. Le lendemain, Jules revient de la ville et rend visite à Rue, qui vient tout juste de sortir de l'hôpital après avoir subi un grave épisode de sevrage. Rue n'a pas consommé de drogue depuis 13 jours, et son corps réagit différemment à la sobriété. Le retour de Jules lui rend immédiatement le sourire. Il est évident qu'elle l'aime profondément, même si elle n'a pas encore trouvé le courage de le lui avouer. Pendant ce temps, dans les foyers de toutes les jeunes filles, chacune se prépare méticuleusement pour le bal de fin d'année. Elles essaient leurs plus belles robes pendant que Nate porte un costume fait sur mesure. En même temps, Fesco met une capuche et cherche son arme à feu. Tout semble indiquer qu'il est sur le point de commettre un acte dangereux, afin de protéger sa famille des menaces extérieures. Déjà au bal, le groupe d'amis s'amuse. Maddie arrive sans cavalier, et les rejoint pour discuter et se mettre au courant des derniers événements. Elle a également apporté des bouteilles de Gatorade mélangées avec un peu de Molly, pour que tout le monde se mette rapidement dans l'ambiance. À peine 2 minutes plus tard, Nate fait son entrée accompagné d'une autre fille. À ce moment-là, un flashback révèle la dernière dispute qu'il a eue avec Maddie. Dans leur chambre, il cherchait un moment d'intimité, mais Nat était distrait. Quand elle lui a demandé s'il était gay, il s'est mis en colère. Il lui a ordonné de partir et s'est enfermé dans la salle de bain. À ce moment de tension, Maddie a trouvé un CD caché à l'intérieur d'un livre et a décidé de l'emporter pour découvrir son contenu. En rentrant chez elle, elle l'a regardé en entier et a découvert le secret sombre de son beau-père avec Jules. Nate a eu un flashback. Après le départ de Maddie, son père lui a donné des conseils sur la manière de traiter les femmes. À cet instant, Nat a perdu son sang-froid, l'a insulté en le traitant de pédé et lui a révélé qu'il avait toujours été au courant de ses activités, ayant vu toutes ses cassettes perverses, ce qui a déclenché une violente altercation entre eux. La scène déborde de colère et de frustration. Cal choisit de se retirer avant de commettre une folie irréparable. Mais Nat reste au sol, se frappant la tête à plusieurs reprises contre le bois tout en criant avec un désespoir déchirant. De son côté, Fesco a suivi Moose jusqu'à la demeure d'un homme riche en périphérie de la ville. Son plan consiste à tout lui voler, afin non seulement de régler sa dette en suspens, mais aussi de doubler ce qu'il avait perdu auparavant. Profitant de l'obscurité de la nuit, Fesco attend le moment précis. Il pointe son arme sur la nuque du docteur et lui ordonne sous la menace de mettre tout l'argent dans le sac. À ce moment de tension extrême, l'homme tente d'atteindre une arme, mais Fesco réagit rapidement, l'attaque et le laisse grièvement blessé. Aussitôt après, il prend tout l'argent qu'il peut et s'échappe du manoir. En rentrant à son appartement,
il découvre que Moose l'attend déjà sur place. Fesco lui remet la somme qu'il lui doit. Mais le danger persiste, car l'une des liasses de billets est visiblement tachée de sang. Simultanément, Rue avoue à Jules qu'elle l'aime, et lui propose de s'enfuir ensemble en ville pour repartir de zéro. Jules accepte et fait ses bagages, mais juste au moment de monter dans le train, Rue perd courage, brisant le cœur de Jules, qui finit par partir seul. La première saison se termine par une activité du groupe de soutien de Rue, où sa mère doit prononcer un discours comme si Rue était décédée. Ses paroles sont chargées d'une émotion déchirante, tandis que Rue imagine dans son esprit tout le mal qu'elle a causé à sa famille à cause de sa dépendance. Enchaînement de scènes, disputes violentes, accès de colère et agressions physiques envers sa mère. Tout cela pendant que Rue pleure inconsolablement sur le chemin du retour chez elle pour avoir gâché sa chance avec Jules. À son arrivée, elle sniffe une ligne de cocaïne et replonge dans le monde autodestructeur qu'elle avait tant essayé de quitter, laissant derrière elle tous ses progrès et revenant à la case départ. La deuxième saison reprend exactement là où la précédente s'est arrêtée. Mouse interroge Fesco sur l'origine de l'argent taché de sang, et à cet instant critique, Ash surgit de nulle part et attaque les deux avec un marteau. Mouse s'effondre comme un sac de sable, tandis que son partenaire finit avec le nez complètement écrasé par les coups. Quelques jours plus tard, le complice survivant les a menés chez une nouvelle fournisseuse qui les a forcés à se déshabiller pour vérifier qu'ils ne portaient pas de micro de la police. Rue, dans une tentative désespérée de se procurer de la drogue, a insisté pour les accompagner. La réunion a débuté dans une atmosphère lourde de violence, mais après avoir expliqué la situation avec Mouse, la femme a accepté de leur vendre de la marchandise avec l'argent volé au docteur. Une semaine plus tard, une fête a été organisée, et Rue y est allée dans l'intention de se changer les idées. Il ne s'attendait pas à ce que Jules soit présente, alors il a essayé de se cacher d'elle pour éviter une rencontre gênante. Cherchant refuge, il est monté dans la voiture de Fesco et y a trouvé une boîte d'héroïne. 2 minutes plus tard, il est sorti en titubant, sans but. Il a exploré la maison et trouvé un garçon dans la buanderie. Le jeune se droguait à la cocaïne. Et comme si c'était une idée brillante, Rue a décidé de sniffer une ligne juste après avoir consommé de l'héroïne. Ce mélange dangereux a commencé à lui provoquer des réactions physiques alarmantes. Le garçon tente de prendre son pouls, ne sent qu'un faible battement. À ce moment critique, Rue lui dit de chercher un comprimé caché dans sa chaussette. Il la broie vite avec l'écran de son téléphone et lui donne pour qu'elle la sniffe. Quelques minutes plus tard, elle parvient à se stabiliser, bien qu'elle soit dans un état de dépendance plus profond que jamais. Pendant ce temps, dans une station-service voisine, Nate tombe sur Cassie. Depuis la rupture avec Chris, elle est perdue, et Nate exploite sa fragilité. Il propose de l'emmener à la fête, et, une fois arrivé, il s'enferme dans la salle de bain pour avoir des rapports sexuels. Cependant, peu de temps après, ils sont interrompus par Maddie, qui frappe à la porte avec insistance en exigeant d'entrer. Cassie panique et se met immédiatement à pleurer. Maddie est sa meilleure amie, et elle sait que si elle apprend qu'elle a couché avec son petit ami, les conséquences seront catastrophiques. Maddie perd patience. Alors Nate la laisse entrer et quitte la salle de bain, prétextant l'attendre dans la cuisine dans 2 minutes, car il doit lui dire quelque chose d'important. Pendant que Maddie utilise les toilettes, Cassie reste cachée derrière le rideau de la baignoire, faisant un effort surhumain pour ne faire aucun bruit. À peine sont-ils partis qu'elle sort de la salle de bain et tombe nez à nez avec Nate et Chris, créant une tension insupportable. Chris lui demande de parler en privé pour essayer d'arranger les choses, mais Cassie est plus confuse et terrifiée que jamais. Au moment où Jules retrouve Rue, elle est dehors, près d'un feu de camp, en train de fumer de la marijuana. C'est la 3e substance différente qu'elle consomme en moins d'1 heure. Jules, choqué, lui demande quand elle a replongé dans la drogue. Rue lui avoue sincèrement que tout a commencé au moment où elle est partie dans ce train. Peu après, Ash apparaît, lui fait un signe silencieux, et Rue s'éloigne d'elle. À l'intérieur de la maison, Fesco termine sa conversation avec Lexi, qui commençait à se sentir vraiment attirée par lui. Il marche vers Nate, lui rappelle sa promesse de le tuer, puis lui brise une bouteille en verre sur la tête. Il le frappe brutalement devant tous, jusqu'à avoir les poings en sang. Chris intervient pour stopper le massacre, mais il est déjà trop tard. À ce moment, Rue se sent coupable d'avoir oublié sa mission de distraire Chris pour Fesco, prise par ses baisers avec Jules. Cassie est la première à porter Nate pour l'emmener aux urgences. Pendant tout le trajet, son comportement paraît extrêmement suspect à Maddie, qui remarque que son ami est beaucoup trop impliqué et terrifié pour la santé de son petit ami. Bien que le visage de Nad soit détruit, le cœur de Rue guérissait. Désormais, elle et Jules étaient enfin ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, Rue souriait de nouveau. Dans le cas de Maddie, elle a passé 2 jours entiers à pleurer à cause de l'état de Nate, tandis que Cassie n'arrivait pas non plus à le sortir de sa tête. Cependant,
Elle ne pouvait pas demander directement de ses nouvelles sans éveiller les soupçons. Alors elle a demandé ce service à Kat. Celle-ci a promis de lui obtenir des informations, même si elle avait aussi ses propres problèmes à gérer. Maintenant, elle avait un petit ami, et il devenait de plus en plus difficile de cacher son identité secrète de dominatrice sur Internet. Souvent, Kat souffrait d'étranges hallucinations où des guerriers vikings tuaient son compagnon avant de la prendre de force. Nate a été autorisé à sortir de l'hôpital 3 jours plus tard, et Cassie a commencé à l'appeler compulsivement à toute heure. Agacé, il l'a averti d'arrêter sinon Maddie finirait par s'en rendre compte et lui casserait la figure. Ce même après-midi, Cal a rendu visite aux filles et a menacé d'impliquer la police si Cassie ne lui révélait pas qui avait attaqué son fils. Cherchant à gagner l'approbation de son futur beau-père, elle a fini par dénoncer Fesco. Cela a provoqué une vive dispute avec sa sœur Lexi, qui croyait encore que Fesco était un garçon tendre, qui s'était sincèrement intéressé à elle. Rue passait de plus en plus de temps avec le garçon de la laverie, Elliot Edwin, qui avait toujours de la drogue sur lui. Ils sont vite devenus les meilleurs amis du monde. Cependant, lorsque Elliot a rencontré Jules, Rue l'a simplement présenté comme une amie. Elle était nerveuse et ne se sentait pas prête à annoncer leur relation au monde, ce que Jules a très mal pris, bien qu'elle ait choisi de dissimuler son agacement. Alors que Rue s'occupe de ses soucis avec Jules et sort la nuit pour la voir, elle surprend Cassie quittant discrètement sa maison pour rejoindre Nate dans son pick-up. Le garçon ignore volontairement les appels répétés de Maddie lorsqu'il est avec elle, mais cela ne pousse pas Cassie à regretter ce qu'ils sont en train de faire. Pour elle, Nate est le garçon de ses rêves, et elle lui assure qu'il vaut tous les risques. Simultanément, Lexi s'habille de façon provocante, et rend visite à Fesco dans sa boutique, juste au moment où Cal arrive avec l'intention de venger son fils. Cal se tient devant Fesco et le fixe intensément d'un regard glacé pendant plusieurs secondes, puis il glisse la main dans sa veste d'une manière menaçante. Derrière les étagères, Ash a déjà le doigt sur la gâchette de son arme, prêt à tirer, mais Cal sort simplement un billet, paie pour un sachet de bonbons, et s'en va sans dire un mot. Néanmoins, cette brève rencontre a suffi à faire comprendre à Fesco qu'il doit rester en alerte maximale. En retournant à l'arrière de la maison, il agrippe son arme et monte la garde. Au milieu de la nuit, Cal attend Nate dans sa chambre et le confronte, exigeant de savoir pourquoi un trafiquant de drogue l'a frappé ainsi, et s'il est mêlé à des affaires qui risquent de ruiner son avenir. Nate, désormais sans peur ni respect pour son père, lui résume la situation avec un sang-froid total. Il lui révèle qu'il connaît son secret avec Jules, et qu'elle l'a confié à ses amis, même au trafiquant qui l'a agressé. Nate affirme que ce trafiquant a tenté de le faire chanter, et qu'il a refusé, se présentant comme le seul à avoir protégé l'honneur de la famille. En un instant, Nate parvient à retourner la situation pour faire peser toute la responsabilité morale sur Cal, qui, terrifié par les conséquences, propose de réparer le désastre. Cependant, Nate lâche la bombe ultime. Le disque de la rencontre avec Jules a disparu, et il affirme savoir parfaitement qui l'a volé. Dans la scène suivante, nous voyageons dans le passé pour découvrir les origines de Cal. Au lycée, c'était un garçon extrêmement populaire, et la star de l'équipe de lutte avec son meilleur ami, Derek. La célébrité a attiré les filles, mais Cal éprouvait déjà une connexion confuse et forte avec Derek. Il le regardait différemment, sans oser avouer ses sentiments. Peu de temps après, il a rencontré Marsha, une fille plus expérimentée qui l'a guidé dans son éveil sentimental, et lui a appris comment rentrer dans le moule que la société attendait de lui. Son père, un homme strict qui voyait d'un œil suspect la proximité entre Cal et Derek, s'est senti soulagé de le voir avec Marsha, et l'a même invité à dîner pour lui offrir un accueil officiel qui scellerait à jamais le destin de Cal. Avec le temps, Cal a essayé d'enterrer ses sentiments en se concentrant exclusivement sur Marsha. Ils partagèrent des moments d'intimité partout, jusqu'à ce qu'une nuit, en allant à une fête avec Derek, une tempête l'oblige à s'arrêter. Leur jeep sans toit les a poussés à se réfugier dans le seul lieu ouvert sur la route. Un bar gay. Là-bas, entre deux verres, ils ont commencé à danser en se moquant des hommes présents. Mais l'ironie a disparu lorsque les mouvements sont devenus personnels et chargés de désir. Cal a fini par embrasser son meilleur ami, qui, loin de le repousser, lui a rendu son baiser avec la même intensité. Le lendemain matin, souffrant de la gueule de bois et de sentiments confus, Cal reçut un appel de Marsha qui bouleversa son destin. Elle avait du retard. Elle avait fait 3 tests, et tous étaient positifs. La nouvelle est tombée au moment le plus inopportun. Sa carrière prometteuse de lutteur et la possibilité d'un avenir avec Derek se sont évanouies en un instant. Cal s'est retrouvé piégé dans un mariage avec Marsha et une vie ordinaire qu'il n'avait pas choisie. De retour au présent, Jules décide finalement d'accepter Elliot Edwin dans son cercle, mais pas sans d'abord le soumettre à un interrogatoire approfondi, pour s'assurer que ses intentions envers Rue ne sont pas sexuelles. Une fois les insécurités de Jules écartées,
Les filles renouent et partagent un moment d'intimité inédit depuis des mois. Cependant, Rue persiste à mentir en affirmant qu'elle est sobre. En réalité, dès qu'elle rentre chez elle, elle sort la petite boîte d'héroïne qu'elle a volée à Fesco et en consomme une dose mesurée, juste assez pour que l'effet dure sans éveiller de soupçons. Pendant que Rue s'enfonce dans une mer d'hallucinations apaisantes, Cassie vit obsédée par un seul objectif, gagner l'amour de Nate. Pendant des mois, elle a étudié méticuleusement chaque commentaire de Maddie sur les goûts de son petit ami. Avec une discipline presque maniaque, Cassie commence à se réveiller à 3h du matin pour obtenir le look parfait qui attirera l'attention de Nate. Elle expérimente des couleurs bien précises, des coiffures élaborées et des vêtements au style conservateur. Ses 3 premières tentatives s'avèrent être un échec total, car Nate passe à côté d'elle dans les couloirs de l'école sans même lui jeter un regard. Cependant, lorsque Cassie décide de copier exactement le style et la tenue de Maddie, elle parvient enfin à attirer l'attention de Nate. Même si pour Nate elle reste invisible en public, il la cherche chaque nuit pour avoir des rapports sexuels. Ils font souvent preuve de créativité et se retrouvent dans des endroits risqués, comme le chantier de construction de son père. Dans le cas de Rue, après avoir fait durer au maximum le contenu de la petite boîte pendant 6 jours, elle s'est finalement retrouvée à court de drogue et s'est adressée à Fesco pour en demander davantage. Cependant, il n'avait pas changé d'avis. Il considère que Rue est un cauchemar ambulant, et il n'est pas prêt à gaspiller un centime de plus pour alimenter sa dépendance, donc cette porte s'est définitivement fermée. Au bord de perdre le contrôle à cause du syndrome de sevrage, Rue trouve un moyen de se procurer de la drogue directement auprès de quelqu'un de plus puissant que Fesco. Elle passe les jours suivants à élaborer un plan méticuleux. Elle s'habille de façon formelle et rend visite à Lori Jane, la principale fournisseuse. Étonnamment, Lori décide de lui accorder sa confiance et lui remet une avance de 10 000 $ en pilules à vendre. Pour la trafiquante, cette somme est insignifiante. Avant de la laisser partir, elle lance un avertissement glacial, consciente que Rue est intelligente, mais aussi dépendante. Elle lui fait bien comprendre que si elle gâche l'affaire, ils la tueront pour vendre son corps ou ses organes, tout ce qui sera en meilleur état. Quoi qu'il arrive, la maison gagne toujours. À cet instant, Rue comprend l'ampleur du danger dans lequel elle s'est mise. Mais elle quitte l'endroit dans un état d'euphorie totale en ayant enfin son propre stock massif. D'un autre côté, Cal est obsédé par l'idée de récupérer sa cassette. Il sait que si cette vidéo est rendue publique, sa vie sera ruinée, et il a même sérieusement envisagé de mettre fin à ses jours. Alors qu'il espionne la maison de Fesco, Ash le surprend dans son angle mort et le braque avec un fusil à pompe. Il le force à entrer, puis le frappe jusqu'à le faire saigner. Cal, désespéré, leur avoue qu'il cherche seulement le disque, assurant que Nate lui a dit qu'il l'avait. Cependant, Fesco n'a aucun intérêt pour ce matériel et lui explique la situation. Il a frappé Nat car il l'a dénoncé à la police, précisant qu'il est trafiquant, pas pervers. Cal reconnaît alors son erreur et tente d'acheter leur silence sur la vidéo avec Jules, mais Fesco refuse le pot de vin. Il lui ordonne simplement de tenir son fils malade loin de ses amis et le laisse partir. À la tombée de la nuit, Rue s'enferme dans sa chambre, ouvre la valise pleine de pilules et se laisse emporter par une consommation effrénée. À quelques rues de là, Cassie attend en vain que Nate vienne la chercher, mais il a décidé de partir avec Maddie à la place. Comme Rue est complètement défoncée, elle rate ses rendez-vous avec Jules et Elliot. Edwin refuse qu'il la voie ainsi. Alors Jules et Elliot passent beaucoup de temps seuls et réalisent qu'ils s'entendent mieux que prévu. Au fil des jours, Maddie retrouve son éclat caractéristique. Nate revient vers elle, et le couple le plus populaire du lycée retrouve sa place, ce qui anéantit Cassie, qui était en train de tomber follement amoureuse de lui. Quelques jours plus tard, Cassie revoit Nate, mais cette fois, elle le confronte et lui demande de choisir entre elles. Lorsque Nate choisit Maddie sans hésiter, Cassie perd complètement le contrôle et commence à crier de désespoir. Nate, excédé par la scène, l'envoie balader, ce à quoi elle répond par une promesse sombre. Elle fera tout pour éloigner Maddie de lui. Dans le garage, Cal perd la raison. Complètement ivre, il décide de sortir conduire son vieux Jeep pour se rappeler l'époque où tout était plus simple. Il roule à toute vitesse sur l'autoroute, zigzagant entre les voies tout en buvant directement à la bouteille de whisky qui le distrait dangereusement de la route. Quelques minutes plus tard, il arrive au bar gay où il a dansé avec Derek. Dès l'entrée, il choisit au jukebox la même chanson et se laisse emporter par la musique. Il danse devant tous, accepte qu'un garçon le guide, mais perd vite le contrôle. Son comportement devient erratique et les agents de sécurité l'expulsent violemment. Peu après, Cal rentre à la maison, provoque un scandale et urine sur le sol du salon. Lorsque sa famille Loa se réveille, horrifié, il entame un brutal exercice de franchise.
Il avoue sa double vie et son obsession pour les relations sexuelles avec des jeunes, et dévoile que Marsha le trompe avec des hommes sur Facebook, ce qui ne le dérange pas. Ce qui le met en colère, c'est que, bien qu'ils soient une famille, ils se mentent et se trahissent, comme des ennemis. Il jure que cette mascarade s'achève ce soir. Cal admet que sa plus grande erreur a été de ne pas s'être rapproché de Nate, reconnaissant que son fils est un monstre et qu'il en est en partie responsable. Il promet de revenir le matin pour discuter calmement, et si Marsha veut divorcer, il le lui accordera. Et si eux veulent rester dans sa vie, ce sera selon ses propres conditions, car il ne compte plus vivre dans le mensonge. Simultanément, Cassie traverse son propre effondrement. Elle s'est enivrée et danse frénétiquement au milieu du salon pendant que les autres filles la regardent, inquiètes, sachant que quelque chose s'est brisé en elle. Nate arrive peu après et, avec un sang-froid absolu, rejoint les filles dans le jacuzzi. De l'autre côté de la maison, Cassie l'observe les yeux remplis de larmes, sentant son monde s'effondrer tandis qu'il agit comme si de rien n'était. Une minute plus tard, Cassie rejoint le jacuzzi, mais en entendant Maddie parler avec enthousiasme de ses projets avec Nate, elle ressent un profond malaise dû à la culpabilité et à l'alcool. Elle finit par vomir dans toutes les directions, gâchant le moment. Pendant ce temps, Elliot, Edwin et Jules sont sur le point de vivre un moment intime quand ils décident de lui avouer la vérité. Rue n'a pas été sobre un seul jour depuis qu'il la connaît. Il lui révèle qu'elle consomme des substances bien plus fortes qu'il n'y paraît. Il en est certain parce que son propre père avait le même aspect avant de mourir. En même temps, nous assistons à une douloureuse hallucination de Rue, où elle assiste à ses propres funérailles. Tous ses amis sont là, ainsi que son père, qui est décédé des années plus tôt après avoir perdu son combat contre le cancer. Le lendemain matin, la réalité la frappe brutalement. Sa mère fait irruption dans sa chambre alors qu'elle est encore sous l'effet de la drogue. Rue se réveille en sursaut et tente désespérément de retrouver la valise, mais celle-ci a disparu. Une violente dispute éclate, au cours de laquelle Rue, hors d'elle, crie à sa mère qu'elle aurait préféré qu'elle soit morte à la place de son père. Au milieu du chaos, Rue agresse physiquement sa sœur Gia. Cet acte est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sa mère lui rend le coup pour l'arrêter et la pousse hors de la chambre, s'enfermant avec Gia et laissant Rue dehors, seule avec son désespoir. Rue frappe violemment la porte jusqu'à la briser et menace sa famille de mort si elle n'obtient pas les pilules. Mais l'adrénaline retombe vite et elle s'effondre dans le couloir, en larmes. Elle avoue alors que la valise n'est pas à elle et qu'on la tuera si elle ne la rend pas. Mais sa mère ne cède pas. Et lorsque Rue se rend compte que les drogues ont disparu, elle redevient violente. Dans la cuisine, elle croise Jules, qui tente de lui parler. Mais Rue est en mode destruction totale. Avec haine, elle crie qu'elle est la pire chose qui lui soit arrivée, et que l'avoir dénoncée à sa mère est une trahison impardonnable. Elle lui dit en face qu'elle est morte pour elle, et qu'elle espère ne jamais la revoir. Une vie qui, selon Rue, pourrait ne durer que 2 semaines, car c'est le délai qui lui reste avant que Laurie ne réclame l'argent de la drogue que sa mère a jeté dans les toilettes. Un peu plus tard, sa mère la fait monter dans la voiture pour l'emmener en cure de désintoxication, et Elliot Edwin apparaît pour lui dire au revoir. Au début, Rue semble accepter qu'elle a besoin d'aide, mais à mesure qu'ils approchent du centre, l'anxiété la submerge. Elle commence à leur exposer froidement son véritable plan. Elle voulait consommer toute la drogue de la valise avant la fin. Elle leur dit qu'elle serait morte heureuse après le meilleur mois de sa vie, mais qu'ils ont tout gâché. Profitant d'un moment d'inattention de sa mère, Rue s'enfuit de la voiture et court dans la rue. Après avoir failli se faire renverser par plusieurs véhicules, elle parvient à se faufiler dans la circulation et se dirige vers la maison de Fesco. Cependant, elle ne trouve personne là-bas. Elle aurait l'air sans but jusqu'à arriver chez Lexi. Son plan est de se cacher un moment et, au passage, de voler quelques-uns des médicaments prescrits à la mère de son ami pour calmer son manque. Ne trouvant rien d'utile dans l'armoire à pharmacie, elle vole des boucles d'oreilles en or pour les vendre, mais tombe dans une embuscade en descendant au salon. La mère de Lexi avait déjà contacté celle de Rue. Les autres filles arrivent pour une intervention improvisée, mais Rue se moque totalement de leur soutien. Par pure méchanceté, elle accuse Cassie devant tous, révélant qu'elle l'a vue monter dans le pick-up de Nate en pleine nuit. Maddie perd complètement son sang-froid et se jette sur Cassie. Au milieu de ce chaos violent, Rue profite de la distraction pour s'enfuir à nouveau vers la maison de Fesco. Cette fois, elle le trouve. Rue prétend alors devoir aller aux toilettes, mais en fait, elle fouille la maison pour voler tout ce qu'elle peut. Cependant, Fesco a trop d'expérience avec les toxicomanes. Il la surprend en quelques secondes, et blessé par la trahison de son ami, il la met dehors sans ménagement. Seule et désespérée, Rue attend cachée jusqu'à ce que des voisins ouvrent leur garage pour s'introduire dans leur propriété.
Poussé par un besoin frénétique de se droguer, Rue fait irruption dans la maison d'inconnus pour voler des bijoux, de l'argent et tout objet de valeur qu'elle trouve. Cependant, les propriétaires rentrent plus tôt que prévu, et elle est obligée de s'enfuir par une fenêtre. Les propriétaires appellent immédiatement la police, et en quelques secondes, Rue se retrouve à courir dans des ruelles sombres tandis que les patrouilles ratissent la zone avec leurs sirènes hurlantes. Une patrouille l'aperçoit sur un parking et la jeune fille se lance dans une fuite désespérée sur l'autoroute, esquivant les voitures en mouvement et provoquant plusieurs accidents au passage. Guidée uniquement par son instinct de survie, Rue traverse des arrière-cours, gâche une fête privée en courant au milieu des invités et parcourt des couloirs de service. Les policiers sont sur ses talons. Mais après une course épuisante et s'être blessée avec des éclats de verre, Rue parvient finalement à leur échapper en se cachant dans une benne à ordures malodorante. Malgré une cheville gravement blessée, elle parvient à se traîner jusqu'à la maison de Lori Jane. Là, elle lui remet les bijoux volés et l'argent liquide, pour un total d'environ $3000, mais elle sait que cela représente moins de la moitié de la dette totale. Malgré la dette en cours, Lori Jane lui propose une aide apparente. Elle l'aide à prendre un bain chaud. Mais dès que Rue baisse sa garde, elle lui injecte une dose de morphine par voie intraveineuse. L'effet est foudroyant. Rue sombre dans un sommeil profond, et la douleur physique de son corps meurtri disparaît pendant un moment. Durant cette transe, elle revit un flashback émotionnel sur les moments avec son père et l'instant où elle a prononcé le discours à ses funérailles. Contre toute attente, Rue se réveille vivante dans la maison de Lori. Sans faire le moindre bruit, elle parcourt la maison en silence, jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre ouverte, et dans un acte de désespoir, saute du 2e étage pour s'échapper. 1 heure plus tard, elle parvient à rentrer chez elle. Cependant, ses mains sont complètement engourdies par l'effet résiduel de la drogue et l'épuisement extrême, au point qu'il lui est impossible d'accomplir des tâches simples comme enlever l'emballage d'un bonbon. Le centre de désintoxication l'informe qu'une place sera disponible pour elle dans 1 semaine, ce qui signifie qu'elle devra passer les prochains jours dans une sobriété forcée, affrontant les effets brutaux du syndrome de sevrage. Au 3e jour, Rue commence à chercher le pardon. Elle appelle Ali, son parrain aux narcotiques anonymes, pour s'excuser de ses insultes passées, et il accepte de venir chez elle pour cuisiner pour la famille et la soutenir dans sa guérison. De son côté, Maddie reste allongée sur son lit avec la cassette dans les mains, réfléchissant froidement à la façon d'exécuter sa vengeance contre Nate. Elle sait qu'elle a le pouvoir de le détruire si elle va à la police, mais son esprit cherche quelque chose de plus créatif et douloureux. Pendant ce temps, chez Cassie, la situation est alarmante. Sa mère, envahie par l'inquiétude, s'occupe de cacher tous les couteaux de la cuisine, craignant que l'instabilité émotionnelle de sa fille ne la pousse à s'auto-mutiler. Ses craintes se confirment lorsque Cassie tente de se couper les veines avec un tire-bouchon. Lexi assiste à la scène et, avec son cynisme caractéristique, se réjouit intérieurement que sa sœur soit jolie mais stupide. Plus tard, Lexi rend visite à Fesco pour lui annoncer une nouvelle importante. L'école a approuvé sa pièce de théâtre. C'est une pièce entièrement basée sur la vie de Cassie. Et Lexi est convaincue que si sa sœur voit la fin, elle voudra chercher quelque chose de bien plus tranchant qu'un tire-bouchon. Au cours de la conversation, Fesco lui révèle enfin pourquoi il a frappé Nate. En découvrant la noblesse derrière ses actions, Lexi commence à le regarder avec admiration. Quant à Nate, l'atmosphère chez lui a changé. Sa mère s'est réveillée de bonne humeur, a pris un peu de whisky au petit déjeuner, et la famille semble enfin soulagée que Cal ne soit plus là pour les accabler avec sa fausse moralité. Pourtant, ce calme est trompeur. Ce soir-là, Nate sort faire un tour en voiture avec un pistolet sur le siège passager, et sans but précis au début, il finit par s'introduire dans la chambre de Maddie. Sans hésitation ni parole douce, Nat a agi avec un sang-froid terrifiant. Il a mis une balle dans le revolver et joué à la roulette russe en visant Maddie, jusqu'à ce qu'elle, paniquée, avoue posséder le disque. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, il est rentré chez lui avec un calme troublant, laissant Maddie plonger dans une terreur absolue sur son lit. En chemin, il a décidé de s'arrêter chez Jules. Là-bas, dans un retournement inattendu, il lui a présenté ses excuses pour tout le mal qu'il avait causé. Il lui a rendu le disque original, et a avoué avant de partir que ses sentiments exprimés dans leur message étaient sincères. À peine Jules descendu du camion, Nate a appelé Cassie pour lui dire qu'il passerait la chercher, et lui proposer de passer le week-end ensemble, concluant par un « Je t'aime ». Cassie, en manque d'affection, est tombée dans son piège. Face à lui, elle a avoué avec dévotion avoir gâché sa vie pour lui, convaincue que ce sacrifice en valait la peine. Quelques jours plus tard, le grand moment de Lexi est arrivé, la première de sa pièce de théâtre inspirée des expériences de son groupe d'amis.
Le reste des filles, Alice est resté stupéfait en voyant à quel point les personnages sur scène étaient le reflet exact de leur propre vie. Malgré la tension, chaque acte de la pièce s'est avéré brillant, et le public était captivé. Cependant, le triomphe de Lexi a été assombri par la tristesse en remarquant que le siège réservé à Fesco restait vide. La pièce avance avec une honnêteté brutale, exposant les moments les plus intimes de ses amis du point de vue de Lexi, qui a recueilli chaque détail au fil des années. Même sans intention de blesser, la vérité est dévastatrice. La scène montre l'évolution de l'amitié entre Maddie et Cassie. Depuis leur jour de gloire à la tête de l'équipe de Pom Pom Girls, quand l'école était leur royaume, jusqu'au moment amer de la trahison. L'actrice incarnant Maddie dit la phrase la plus douloureuse pour Cassie, qu'elle n'aurait jamais fait cela à sa meilleure amie. Le poids de la culpabilité est trop lourd pour Cassie, qui s'enfuit de l'auditorium en larmes et s'enferme dans les toilettes, essayant désespérément de se ressaisir, sans succès. Simultanément, Nate fait un cauchemar vif et troublant à propos de la vidéo de son père avec Jules. Dans son esprit, l'image se déforme et il prend la place de la fille. En sortant de sa transe, la pièce atteint un point critique. Lexi commence à raconter les secrets du passé de Cal, y compris les moments de tension sexuelle dans l'équipe de lutte. Nate, consumé par la fureur et la honte, serre les poings si fort que ses jointures deviennent blanches. Pour le public, la représentation est un spectacle brillant. Mais pour Nate, c'est une attaque humiliante qui expose les failles de sa famille devant l'école. Les applaudissements tonitruants du public sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Nate. Il perd complètement patience et quitte l'auditorium à toute vitesse. Avant de disparaître, il déverse sa colère sur Cassie, lui criant que tout ce spectacle humiliant était l'œuvre de sa propre sœur et qu'il la veut hors de chez lui immédiatement. Leur relation est terminée. Pendant ce temps, chez Fesco, la tension est mortelle. Custer, son ancien associé, arrive avec la nouvelle que la police a retrouvé le corps de Mouse. Avant que Fesco ne puisse réagir, Faylina laisse tomber son verre par terre délibérément. En se baissant pour le ramasser, elle fait discrètement signe à Fesco de se taire et de ne pas s'incriminer. Elle sait que Custer est une balance et qu'il porte sûrement un micro caché. Faye n'oublie pas que Custer l'a abandonné au pire moment et que c'est Fesco qui l'a recueilli. Alors elle a décidé de changer de camp et de le protéger. Custer essaie désespérément de les faire dire quelque chose de compromettant, mais Ash le surprend par derrière et le poignarde directement dans le cou. Fesco réagit vite et lui couvre la bouche pour l'empêcher de crier pendant qu'il se vide de son sang. Ensuite, il prend le téléphone du traître et le jette dans un verre de soda pour détruire toute preuve électronique. Aussitôt après, Fesco donne un coup de poing à Ash, dans l'intention de faire croire qu'il y a eu une bagarre et qu'il en est le seul responsable. Il lui ordonne de prendre l'argent et de fuir avant l'arrivée de la police. Mais le garçon, fidèle, refuse de l'abandonner. C'est la triste raison pour laquelle Fesco a raté la pièce de Lexi. Il a un cadavre au milieu de son salon et il sait qu'à tout moment, la police va encercler sa maison. Pendant ce temps, dans l'auditorium de l'école, le rejet de Nate a poussé Cassie au-delà des limites de la raison. Avec une assurance terrifiante, elle marche directement vers la scène, interrompt la représentation et traîne Lexi sous les projecteurs pour l'humilier devant tout le public. Au milieu du délire, Maddie monte aussi sur scène pour se venger, déclenchant un chaos total de cris et de coups. Finalement, Cassie reçoit une part de ce qu'elle mérite devant ses camarades. Incroyablement, le public pense que toute l'altercation fait partie de la narration avant-gardiste de la pièce, ce qui permet à Lexi de se ressaisir, de rassembler sa troupe et de se préparer pour le grand final. Au même moment, la tension chez Fesco atteint son point de rupture. Ash se retranche dans la salle de bain avec tout un arsenal juste au moment où la police frappe à la porte. D'un autre côté, dans l'entrepôt où Cal s'est réfugié, il semble profiter d'une liberté débridée avec des hommes et des femmes. Quand Nate lui rend visite, il lui demande froidement s'il est plus heureux qu'avec sa famille. Cal, sans culpabilité, répond que oui. À cet instant précis, la police fait irruption sur les lieux. Nate, qui avait tout planifié, sort une arme pour sécuriser la situation, puis remet une clé USB contenant toutes les vidéos recueillies afin de s'assurer que son père soit jugé pour chacun de ses crimes. Nous revenons immédiatement chez Fesco, où le chaos est total. Une équipe du SWAT a défoncé la porte, arrêtant Faylina et plaquant Fez au sol, mais Ash s'est retranché et refuse d'ouvrir la porte de la salle de bain. À la place, l'enfant ouvre le feu à travers la porte en bois. L'une des balles blesse accidentellement son frère à l'abdomen, provoquant une pluie de tirs de la part des officiers à travers la porte. Ash tire encore et encore jusqu'à ce que l'armement lourd de la police détruise l'entrée. Lorsque les officiers entrent, Ash fait semblant d'être mort pour gagner du temps. Il profite d'une inattention pour tuer un officier, mais sa chance s'arrête là. Fesco observe avec horreur comment un point laser remonte le corps de l'enfant jusqu'à son front, et un tir précis met fin à sa vie.
La saison se termine sur une note douce amère. Lexi est incapable de profiter du succès de sa pièce à cause de la tragédie. Sa sœur la déteste. Le garçon dont elle est tombée amoureuse est en prison et son petit frère a été assassiné. Dans la salle de bain, Maddie, après avoir frappé Cassie, lui affirme froidement qu'elle lui a rendu service en la débarrassant de Nate. Elle lui souhaite bonne chance, précisant qu'elle en aura besoin. De retour à l'auditorium, Jules s'excuse auprès de Rue de l'avoir dénoncé et lui déclare son amour. Rue, mature et distante, l'embrasse sur le front, puis s'éloigne en silence. Le lendemain matin, Rue part une fois de plus en cure de désintoxication, avec l'espoir que cette fois-ci, elle pourra supporter le processus, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui tiennent encore à son bien-être.